Le 1er juillet 2026, l'action Meta grimpe de 8,8%. Celle de CoreWeave chute au même instant de 10,8%. Même nouvelle, deux réactions opposées. Le plus gros acheteur de calcul du secteur vient de faire une annonce que personne n'avait vu venir. Épisode Meta Compute, Meta rejoue le pari AWS. Chapitre 1 Le jour où le calcul a changé de camp. Une seule annonce, deux actions qui partent en sens inverse, et un géant qui se met soudain à louer ce qu'il vient de bâtir pour lui-même. Ce jour-là, selon Bloomberg, Meta confirme travailler en interne sur un projet baptisé Meta Compute. L'idée tient en une phrase et elle est simple à saisir. Revendre à des entreprises tierces la puissance de calcul que Meta a achetée pour entraîner ses propres modèles et qu'il n'utilise pas en totalité. Avec, en prime, un accès à sa famille de modèles Muse Spark. Le marché comprend la portée du geste dans l'heure. Selon les cours relayés par Seeking Alpha et par Tom's Hardware, CoreWeave perd 10,8%, Nebius 12,4%. Meta, lui, gagne 8,8%. Ce n'est pas un hasard de calendrier. En mai, lors de l'Assemblée des actionnaires, et selon des propos rapportés par Yahoo Finance, Mark Zuckerberg avait déjà glissé que le cloud était, dans ses mots traduits, clairement à l'étude. Il avait ajouté que des entreprises approchaient Meta presque chaque semaine pour lui acheter de l'accès à ses modèles ou du calcul qu'il avait en trop. Ce détail mérite qu'on s'y arrête, tant il change la nature du geste. Il ne s'agit pas de concurrents venus frapper à la porte pour espionner, mais de clients venus frapper à la porte pour acheter. TechCrunch rapproche d'ailleurs directement le geste de Meta d'une manœuvre presque identique chez SpaceX via sa filiale d'intelligence artificielle nommée xAI, qui cherche elle aussi à écouler son propre surplus de calcul construit pour entraîner Grok. Trois acteurs différents, un même symptôme, apparu à quelques semaines d'intervalle. Précisons tout de suite un point de méthode pour ne pas prêter à Meta plus de certitude qu'il n'en a donné lui-même. Au moment de cet enregistrement, Meta Compute reste un projet révélé par la presse et non une annonce officielle du groupe qui n'a ni confirmé le nom ni publié de calendrier. Cette réserve ne change rien à la question de fond que pose la fuite. Meta construit l'une des intelligences artificielles les plus ambitieuses du marché et promet à ses actionnaires de dépenser toujours plus pour l'entraîner. Comment se retrouve-t-il au même moment avec du calcul dont il ne sait plus quoi faire ? Une partie de la réponse tient sans doute à la façon dont ces centres de données se construisent. On ne commande pas des puces à l'unité à mesure que le besoin apparaît, mais par volumes entiers engagés des mois à l'avance, dimensionnés pour l'usage le plus intense qu'on imagine devoir affronter. Si l'entraînement du prochain modèle prend du retard, ou si une génération de puces devient obsolète plus vite que prévu, l'écart entre la capacité commandée et la capacité réellement consommée se transforme en surplus. Ce mécanisme n'est pas propre à Meta, et l'histoire de l'informatique en garde la trace. Il faut ajouter à ce mécanisme un second facteur, plus stratégique que comptable. Meta a créé, l'an dernier, un laboratoire dédié à ce que l'entreprise appelle l'intelligence superintelligente, avec des embauches de chercheurs payés à prix d'or, précisément pour ne pas rater le tournant du raisonnement avancé. Ce pari sur la recherche avancée n'est pas propre à Meta. Chaque grand laboratoire d'intelligence artificielle traverse aujourd'hui la même tension, entre le calcul qu'il lui faut tout de suite pour ses produits existants et celui, plus incertain, réservé à la prochaine génération de modèles. Bâtir la capacité de calcul avant d'être certain de son usage exact a un prix. Ce prix, c'est celui qu'on accepte de payer pour ne pas arriver en retard à cette course-là. Le surplus d'aujourd'hui est-il vraiment le signe d'une erreur de gestion ou le premier coup visible d'un pari délibéré où l'on préfère payer pour du calcul inutilisé plutôt que de manquer de calcul le jour où il devient décisif. Chapitre 2 Le manuel qu'un autre géant a déjà écrit. 20 ans plus tôt, une entreprise qui vendait des livres a découvert la même martingale, presque par accident. Retour en 2006, Amazon ne vend encore que des objets livrés dans des cartons et son problème est saisonnier. Pour tenir la charge du mois de décembre, l'entreprise construit des centres de données dimensionnés pour la pointe de trafic la plus haute de l'année. Le reste du temps, cette capacité dort. Une partie de l'équipe technique, menée par un jeune cadre nommé Andy Jassy,
propose alors une idée à contre-courant du métier d'origine, louer ce surplus à d'autres entreprises sous forme de stockage et de puissance de calcul facturée à l'usage. L'idée surprend une partie du conseil d'administration pour qui Amazon reste une entreprise de logistique et de vente, pas un loueur de serveurs. C'est le soutien personnel de Jeff Bezos, convaincu que l'infrastructure interne pouvait devenir un produit à part entière qui permet au projet de survivre à ses premiers sceptiques. L'offre de stockage, baptisée Simple Storage Service, arrive en mars. Le calcul à la demande, baptisé Elastic Compute Cloud, suit en août la même année. Ensemble, elles deviennent, au fil des années, Amazon Web Services. Le récit est aujourd'hui bien documenté dans la presse économique américaine et Amazon lui-même l'a raconté à de multiples reprises dans ses communications aux investisseurs. Il faut mesurer ce que ce pivot a changé dans la structure du groupe. Le commerce en ligne reste, encore aujourd'hui, l'activité qui pèse le plus lourd dans le chiffre d'affaires d'Amazon. Mais année après année, dans les rapports financiers publiés aux régulateurs américains, c'est AWS qui porte l'essentiel du bénéfice d'exploitation, avec des marges que la vente au détail n'a jamais approchées. Un excédent qu'on ne savait pas jeter est devenu le moteur qui finance tout le reste. Il aura fallu près d'une décennie à Wall Street pour comprendre ce que ce pari avait changé. Amazon ne détaille les résultats financiers d'AWS séparément dans ses rapports qu'à partir de 2015, et c'est seulement à ce moment-là que les investisseurs découvrent l'ampleur réelle des marges que la division dégage. Avant cette date, plusieurs analystes reprochait encore au groupe de dépenser trop dans une activité annexe, sans mesurer qu'elle finançait déjà, en silence, l'expansion du commerce en ligne. Andy Jassy, qui portait ce projet à ses débuts, en deviendra en 2021 le directeur général de l'ensemble du groupe, preuve, après coup, de la place qu'AWS a fini par occuper dans la hiérarchie d'Amazon. Ce basculement est aujourd'hui enseigné comme un cas d'école dans les programmes de stratégie d'entreprise, précisément parce qu'il illustre comment un actif interne, construit par nécessité opérationnelle, peut devenir un métier à part entière une fois que quelqu'un, en interne, ose poser la question du surplus à voix haute. 20 ans après, presque au mois près, Meta rejoue cette même carte, sur un terrain qui ressemble mais qui diffère sur un point essentiel. Amazon avait un excédent prévisible, lié à un pic de commandes qui revient chaque année à date fixe. Meta, lui, a construit sa capacité pour une course à l'intelligence artificielle dont personne, pas même ses propres dirigeants, ne connaît la vitesse de croisière. La question n'est donc plus seulement de savoir si l'idée est bonne, elle est de savoir si le surplus qu'elle exploite est de la même nature ou s'il cache autre chose. Chapitre 3. Le signal qui dérange les banques centrales. Un excédent chez le plus gros acheteur du marché n'est jamais une anecdote isolée. 2 jours avant l'annonce de Meta Compute, le 29 juin, la Banque des règlements internationaux publie son rapport annuel. Elle y observe que les 5 plus grands hyperscalers du monde s'apprêtent à engager, sur 2025 et 2026, plus de 1000 milliards de dollars cumulés dans l'intelligence artificielle. Ce rythme d'investissement, selon elle, rejoint 2 précédents bien documentés, la bulle ferroviaire britannique des années 1840 et le crack Internet de l'an 2000. Un siècle plus tôt déjà, note le rapport, la manie des canaux avait suivi la même courbe. 3 booms technologiques réels, suivis chacun d'un dégonflement brutal. La Banque des règlements internationaux n'en est pas à son premier avertissement de ce genre. Elle avait déjà pointé, avant la crise de 2008, des enchaînements de dettes que personne, sur le moment, n'avait pris au sérieux. Ce précédent ne prouve rien sur l'issue du pari actuel, mais il rappelle que la Banque centrale des banques centrales a, par le passé, vu juste au moins une fois là où le marché regardait ailleurs. La banque ne prononce jamais le mot bulle de façon catégorique. Elle avance plus prudemment, en notant qu'une déception sur les rendements attendus pourrait déclencher un retournement soudain du financement, capable de se propager de la finance vers l'économie réelle. Et elle pointe aussi un mécanisme plus discret que le montant total investi. Le crédit privé accordé aux entreprises liées à l'intelligence artificielle, environ 3 milliards de dollars en 2010, dépasse aujourd'hui les 40 milliards. Ce financement prend souvent la forme de montages complexes, où les mêmes actifs, des puces et des contrats de location, servent de garantie à plusieurs prêts empilés les uns sur les autres. Voilà le schéma que critique la Banque des règlements internationaux. Un fabricant de puces investit dans un loueur de calcul qui utilise cet argent pour acheter davantage de puces au même fabricant, qui investit à nouveau une partie de ses revenus dans le loueur. Chaque transaction, prise isolément, se justifie. Mais l'ensemble, mis bout à bout, fait circuler le même argent en cercle, en le faisant apparaître plusieurs fois dans des bilans différents. C'est dans ce contexte précis que Meta annonce avoir plus de calculs qu'il n'en utilise. Un premier camp y voit une confirmation du diagnostic de la Banque centrale. Si l'acheteur le plus riche et le plus déterminé du secteur, celui qui construit sa propre intelligence artificielle générale, se retrouve avec un excédent à écouler, c'est que l'industrie entière a conscience
construit plus vite que la demande réelle ne progresse. Ce camp rappelle que Meta fait partie des hyperscalers dont les prévisions de dépenses en centres de données ont régulièrement augmenté ces dernières années, selon les mêmes rapports que cite la Banque centrale. Un second camp répond que ce raisonnement confond deux choses. Avoir un excédent temporaire pendant une phase de construction très rapide n'est pas la preuve d'un surinvestissement structurel. C'est simplement le prix normal d'une croissance qui avance par paliers plutôt qu'en ligne droite. Les deux lectures s'appuient sur les mêmes chiffres. Elles ne s'accordent que sur un point. Le prix que le marché fixe aujourd'hui à Meta et à CoreWeave n'est pas une preuve de valeur. C'est un pari agrégé sur ce que ces excédents révèlent vraiment. Ce constat ne reste pas cantonné aux salles de marché spécialisées. Les grands indices boursiers mondiaux comptent aujourd'hui une part historiquement élevée de valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle. Ce qui signifie qu'un fonds de pension ou une assurance vie ordinaire porte, souvent sans le savoir, une exposition indirecte à ce même pari. Un retournement chez les hyperscalers ne resterait donc pas un accident de marché isolé, il se propagerait par le canal le plus large qui soit, celui de l'épargne collective placée dans des fonds indiciels. Chapitre 4. La bataille pour laquelle Meta n'est pas taillée. Vouloir vendre du calcul ne suffit pas à savoir le vendre. Il faut nommer précisément le type de pression que Meta exerce parce que tous les types ne se ressemblent pas. Face à CoreWeave et Nebus, c'est une concurrence frontale, presque brutale. CoreWeave a commencé comme une entreprise de minage de crypto-monnaies avant de reconvertir ses cartes graphiques vers l'entraînement de l'intelligence artificielle, un pivot qui l'a mené jusqu'à son introduction en bourse. Nebus, de son côté, est ce qui reste du groupe russe Yandex après la cession de ses activités de recherche en ligne, reconverti lui aussi en loueur de calcul. Deux histoires différentes, un seul métier d'arrivée, celui que Meta vient percuter de plein fouet. Même produit, du calcul brut à la location, vendu aux mêmes clients qui cherchent des cartes graphiques disponibles tout de suite. Ce combat-là se joue sur le prix et sur la vitesse de livraison. Deux terrains où un acteur qui écoule un surplus déjà payé peut se permettre des tarifs qu'un pur loueur qui doit rentabiliser chaque machine ne peut pas suivre. Face à Amazon, Microsoft et Google, en revanche, la pression change de nature. Ces trois-là possèdent depuis 15 ou 20 ans une relation directe avec les directions informatiques des grandes entreprises, épaulées par des équipes de vente dédiées et par les certifications de conformité que chaque secteur régulé exige avant de signer. Meta arrive sur ce terrain à partir de zéro, avec une marque associée dans l'esprit d'un directeur des systèmes d'information aux réseaux sociaux et à la publicité, pas à l'infrastructure critique. Prenez le cas d'une banque ou d'un assureur. Avant de confier la moindre donnée sensible à un fournisseur de cloud, ces secteurs exigent des audits de conformité qui prennent souvent plus d'un an à obtenir et qui se renouvellent ensuite chaque année. Amazon, Microsoft et Google ont amorti ce coût il y a longtemps, sur des centaines de clients réglementés. Meta devrait le payer une nouvelle fois, presque de zéro, pour chaque secteur qu'il voudra convaincre. Un dernier facteur pèsera sur le calendrier plus que sur le principe. Construire une équipe commerciale capable de vendre du cloud à un secteur régulé ne s'improvise pas en quelques trimestres, même avec un bilan solide, parce qu'il faut convaincre des acheteurs qui considèrent, par réflexe, le changement de fournisseur d'infrastructure comme un risque en soi, indépendamment du prix affiché. Ce que Meta possède en revanche, et que les trois hyperscalers historiques n'ont pas au même degré, c'est une base de développeurs déjà attachés à ces modèles ouverts, et un bilan assez solide pour encaisser plusieurs années de pertes sur ce nouveau métier. La question n'est donc pas de savoir si Meta peut entrer dans le cloud, puisqu'il y entre déjà, de fait, en annonçant le projet. Elle est plutôt de savoir si la distribution et la confiance commerciale, qui se construisent en général sur une décennie, peuvent se rattraper à coups de rabais sur des puces déjà amorties. Reste un dernier atout, invisible dans un communiqué de résultats, qui mérite pourtant d'être nommé. Meta distribue depuis des années sa famille de modèles ouverts à des centaines de milliers de développeurs, gratuitement, ce qui a construit une habitude de travail que ni CoreWeave ni Nebus ne possèdent. Un développeur qui a déjà bâti son produit autour d'un modèle Meta a un chemin plus court vers Meta Compute. Pour un client captif d'un concurrent, ce même chemin vers CoreWeave serait nettement moins évident. Ce n'est pas la puissance brute qui décidera de la bataille, mais la couche qui vient juste au-dessus, celle où l'habitude d'un développeur devient, sans qu'il s'en rende compte, une préférence commerciale. Chapitre 5. La grille pour l'investisseur et le dirigeant. Ni prophétie ni verdict, seulement les signaux qui trancheront dans les prochains trimestres. Personne dans cet épisode ne prétend savoir si Meta Compute deviendra le second Amazon Web Services ou l'aveu tardif d'un excès de chantier. Imaginez plutôt la scène qui se joue ces jours-ci dans le bureau d'un directeur informatique qui doit choisir où loger le prochain modèle d'intelligence artificielle de son entreprise. Il a sur son bureau 3 devis, celui d'un hyperscaler installé depuis 20 ans, celui d'un néo-cloud spécialisé et maintenant celui d'un réseau social.
Le prix le plus bas ne suffira pas à emporter sa décision, et c'est précisément ce qui rend l'issue de ce pari incertaine. Mais quelques signaux permettront de trancher avant que le marché ne le fasse à la place de l'observateur attentif. Regardez d'abord la politique de prix. Si Meta casse les tarifs bien en dessous de CoreWeave dans les mois qui viennent, c'est le signe d'un acteur pressé d'écouler un stock, pas celui d'un acteur qui a confiance dans une demande durable. Vient ensuite la question de qui signe, plus révélatrice que celle de combien. Un contrat avec une banque, une administration ou un assureur, soumis à des exigences de conformité strictes, vaudrait bien plus qu'une dizaine de startups d'intelligence artificielle qui cherchaient de toute façon le calcul le moins cher du marché. Une autre issue mérite d'être posée, même si elle contredit le récit de la guerre frontale. Rien n'empêche Meta de finir par racheter ou par s'allier avec l'un des néo-clouds qu'il semble aujourd'hui menacer, plutôt que de continuer à lui faire une concurrence coûteuse pendant des années. L'histoire du cloud regorge d'anciens rivaux devenus partenaires le jour où la bataille frontale coûtait plus cher que la paix négociée. Du côté de CoreWeave et de Nebius, pour finir, les prochains résultats trimestriels trancheront une bonne partie du débat. Si leurs chiffres montrent une accélération plutôt qu'un ralentissement, la peur du 1er juillet aura été excessive. Mais si le ralentissement se confirme, le marché aura eu raison avant les chiffres. Ce même calendrier profitera d'ailleurs à l'observateur attentif, puisque les publications de CoreWeave et de Nebius tombent traditionnellement avant celles de Meta, offrant un premier indice sur la direction que prend l'ensemble du secteur. Le rapport de la Banque des règlements internationaux, lui, restera vrai quelle que soit l'issue du pari de Meta. Un secteur qui construit plus vite qu'il ne facture porte toujours, quelque part dans sa chaîne, un acteur qui découvre un jour qu'il a bâti plus grand que nécessaire. En 2006, cet acteur s'appelait Amazon, et l'histoire lui a donné raison. La question posée depuis le 1er juillet 2026 n'est pas de savoir si Meta a raison de suivre le même chemin. C'est de savoir si le calcul en trop d'aujourd'hui ressemble encore au carton de Noël d'hier, ou si c'est le premier chapitre d'un inventaire qu'il faudra, un jour, réévaluer à la baisse. Ce qui est certain, c'est que la réponse ne viendra pas d'un communiqué de presse. Elle viendra, trimestre après trimestre, du prix auquel Meta acceptera de vendre ce qu'il prétend avoir en trop. Vous écoutiez Meta Compute, Meta rejoue le pari AWS. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.